ni les crimes des groupes armés, ni les dérives de ceux qui portent l'uniforme de la République. Sur le plan du partenariat international, l'année écoulée a marqué une transition majeure. Conformément à la demande que nous avions formulée et au plan de désengagement adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO a mis fin à ses opérations au Sud Kivu en 2024, recentrant progressivement son mandat sur le Nord Kivu et l'Ituri, avant de marquer une pause dans le retrait pour permettre une réévaluation de la situation sur le terrain. Parallèlement, la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, en République démocratique du Congo, déployée à la fin de l'année 2023 pour appuyer la stabilisation de l'Est, a achevé son mandat en mars 2025, confirmant, s'il en était besoin, que nul dispositif externe ne peut se substituer durablement à la responsabilité première de l'État congolais dans la protection de son territoire et de sa population. Ces évolutions ne traduisent aucun repli sur soi. Elles marquent plutôt un choix assumé, celui de passer d'une logique d'assistance sans horizon à une souveraineté renforcée, en consolidant nos capacités nationales et en coopérant avec nos partenaires dans le plein respect de notre Constitution et de nos lois. Sur le front diplomatique, la République démocratique du Congo n'a cessé de porter avec constance la vérité de ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette démarche a trouvé un écho favorable au sein de l'Union africaine. Par la voix de son Conseil de paix et de sécurité, l'organisation continentale a dénoncé sans équivoque les exactions de l'AFC M23, des ADF, des FDLR et d'autres groupes armés et a réaffirmé l'exigence du retrait immédiat de toutes les forces étrangères présentes sur notre territoire sans l'accord des autorités légitimes de la République. Au même moment, et pour la première fois depuis le début des agressions répétées contre notre pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773 condamnant explicitement l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de ces forces de notre territoire. C'est dans ce contexte et avec le sens des responsabilités que commande l'intérêt supérieur de la nation que nous avons engagé deux séquences diplomatiques exigeantes. D'une part, une déclaration de principe signée en avril 2025, les négociations conduites avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné au niveau des chefs d'État ce 4 décembre 2025. Adossé à la résolution 2773, cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. D'autre part, sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, nous avons conclu à Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées.
Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il ne saurait non plus être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable, non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, quatrième priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature, des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Comme je l'ai rappelé lors de la cérémonie de signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington pour la paix et la prospérité, je reste convaincu que ce tournant diplomatique
ouvre un chemin nouveau, exigeant certes, parfois difficile, mais un chemin où la paix est à nouveau à portée de main. La République démocratique du Congo, comme je m'y suis engagé, y prendra toute sa part, avec dignité et constance, aux côtés de ses partenaires. Mais nous resterons vigilants, sans être pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. En définitive, la paix véritable ne viendra ni du seul rapport de force militaire, ni des seules signatures diplomatiques. Elle prendra corps dans le quotidien retrouvé, l'État qui revient avec l'école et les centres de santé, les routes qui s'ouvrent à nouveau, les marchés qui reprennent vie, les entreprises locales qui redémarrent et une jeunesse à qui l'on offre des perspectives d'emploi et d'avenir. À mesure que l'autorité publique se réinstalle, notre cap est sans équivoque. Stabiliser durablement les espaces reconquis et organiser le retour progressif, sûr et digne de nos compatriotes déplacés. La reconstruction de l'Est sera à cet égard l'un des axes les plus déterminants de notre action. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Mes très chers compatriotes, aux défis sécuritaires sus-évoqués s'ajoute la montée préoccupante du banditisme urbain. À Kinshasa, comme dans nombre de nos villes, des bandes de délinquants, les Kuluna, sèment panique et désolation. Ils violent, agressent, extorquent, blessent et parfois tuent des innocents. Face à cette menace, l'État n'a été ni immobile ni spectateur. L'opération Ndobo a été intensifiée dans 10 provinces pour démanteler les bandes violentes qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens. Surtout, nous avons engagé une gouvernance sécuritaire de proximité fondée sur l'écoute des populations et la responsabilisation des autorités locales. Des comités provinciaux et locaux de sécurité sont déployés et vulgarisés de Kinshasa au Congo central, du Haut-Katanga à la Tchopo. Plus de 4500 membres, autorités administratives, élus, forces de défense et de sécurité, société civile, ont déjà été formés pour élaborer dans chaque entité des plans de sécurité adaptés aux menaces du terrain. Afin de doter la police nationale des moyens de sa mission, j'ai promulgué le 1er juillet 2025 la loi de programmation de la réforme policière pour 2026 à 2030. Elle prévoit sur 5 ans l'acquisition d'équipements adaptés, le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers, la mise à la retraite progressive de 10 000 agents et un vaste